Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on parlait juste avant de la libération des stocks stratégiques de pétrole par les États, le pétrole qui est donc toujours à $100. Cette guerre en Iran, Donald Trump qui assure que la guerre en Iran est bientôt terminée, après dit qu'il faut terminer le travail, mais les attaques des deux camps dans le détroit d'Ormuz se poursuivent et donc le détroit est toujours paralysé. Je pense à vos salariés, il y en a combien dans cette zone au Moyen-Orient comment vous occupez de vos salariés qui sont présents sur place? Vous avez raison, et moi aussi, ma priorité, c'est de penser à la sécurité de nos 9000 salariés sur place dans les pays du Golfe, dont un certain nombre assurent des services essentiels, parce que vous imaginez bien que c'est une zone très aride du monde, dans laquelle les usines des dessalements distribuent de l'eau pour des millions et des millions d'habitants. Donc je peux vous dire que les salariés de Veolia, ils sont fidèles au poste, bien sûr, concentrés sur l'objectif qui est d'assurer ces services essentiels et finalement fiers aussi de pouvoir continuer à tenir bon dans ces moments difficiles. Voilà. Comment vous les protégez? Alors, c'est des installations, le grand public redécouvre que l'accès à l'eau, ça fait partie de... C'est pas juste une ressource comme une autre, une ressource naturelle, c'est au moins aussi important que le pétrole, j'ai envie de vous dire même plus important que le pétrole, parce que le pétrole, peut-être qu'un jour on pourra s'en passer, l'eau, je ne vois pas trop. Et donc on redécouvre qu'on est sécurisé des approvisionnements en eau, en l'occurrence, c'est des choses stratégiques, géostratégiques. Les usines de dessalement qui sont sur les côtes, puisque qui sont sur les côtes, donc exposées. Hein. Alors elles sont exposées au sens où elles sont évidemment critiques et donc potentiellement ciblées, mais à l'inverse très protégées pour ça. Et puis surtout, comme elles sont finalement un peu en chapelet sur la côte, si l'une d'entre elles venait à être touchée, on peut avoir d'autres qui prennent le relais puisque les réseaux sont interconnectés. Il y a des moyens de défense de ces usines-là ou pas? Vous imaginez que comme c'est des actifs stratégiques, c'est protégé par les États de façon très particulière. Et puis quant au reste et le détail, vous me permettrez de garder pour moi les détails de protection de ces usines. Vous rapatriez ou pas des expats qui le demandent ou il n'y a pas eu de demande? Alors on a quelques expats, on a aussi beaucoup de gens du coin et en l'occurrence personne ne l'a demandé. Je le disais tout à l'heure, ils sont là pour assurer des services essentiels et fidèles à cette mission et assez fiers de continuer à travailler. Estelle Brachlianoff, comment on affronte cet embrasement du Moyen-Orient? Vous faites partie de ceux, comme tout le monde, qui redoutaient un conflit qui durait trop longtemps. Alors, comment on l'affronte? Je disais priorité, protéger nos salariés, continuer à assurer des services essentiels, des besoins critiques. Et finalement, les crises se multiplient. Hein, on le voit là aujourd'hui au Moyen-Orient, on l'a vu. On pourrait parler de la guerre en Ukraine qui continue bien évidemment, donc on l'a vu sur les sujets d'énergie, voilà, sur les sujets d'eau. Et pour moi, ces crises, elles doivent nous apprendre quelque chose, si tant est qu'on puisse passer à qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fabrique. Et en l'occurrence, c'est de chérir ces ressources précieuses qui sont l'eau et qui peuvent être aussi les sources d'énergie locales. Quand on trouve des sources d'énergie dans les déchets, dans les eaux usées, c'est de l'énergie locale, donc ça veut dire que ça nous rend moins dépendants de l'import de carburants fossiles. Et donc finalement, les enjeux d'écologie rejoignent les enjeux de souveraineté et même les enjeux de résilience. C'est pour ça que je pense que le sujet, c'est la sécurité écologique. Sécuriser des chaînes d'approvisionnement en eau, en matières premières, c'est quelque chose d'assez clé. Et donc mieux vaut agir maintenant que d'attendre la prochaine crise, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'anticiper et de puiser dans ces ressources locales, plutôt que d'attendre et d'être obligé de résorber des problèmes. C'est vrai qu'on peut se servir effectivement on est très dépendant, on le sait, des énergies fossiles. On l'a dit au moment de la guerre en Ukraine, on le revoit aujourd'hui. Il y a d'autres solutions pour produire de l'énergie avec, encore une fois, des sources d'énergie locales. Enfin, Alors les sources d'énergie locales, comme je le disais, à partir des déchets au sens large, en gros, à l'échelle européenne, ça peut remplacer 30% de l'import de carburants fossiles en gaz et en charbon. C'est l'équivalent de 400 gigawatts, ça fait en gros 400 tranches nucléaires, donc c'est massif. Ça ne remplace pas tout le mix énergétique,
mais en l'occurrence, ça peut le faire évoluer. Et puis surtout, ça nous rend moins dépendants, ça nous rend plus résilients. Et c'est aussi un facteur de pouvoir d'achat, parce que ces sources d'énergie locales, on peut vous garantir les prix pendant 10, 20, 30 ans, quels que soient les soubresauts du monde. Exemple de ce qu'on pourrait faire. Quand on fait des réseaux de chaleur, où on produit de l'énergie en récupérant de la chaleur d'une usine, d'un data center qu'il faut refroidir, et donc on peut récupérer la chaleur associée, ou qu'on produit du gaz à partir de la dégradation de matières organiques, c'est du biogaz plutôt que d'importer des gaz fossiles, puisqu'on n'en a pas en France, d'ailleurs. Donc c'est circulaire, c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour le pouvoir d'achat, également pour notre autonomie stratégique, ça nous offre une résilience. Je disais sécurité écologique, la résilience, la souveraineté, c'est aussi de la compétitivité. En attendant, le pétrole est à 100 $ au moment où on se parle, juste en dessous. Le gaz aussi a flambé. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que on dit que c'est trop tôt pour mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'activité au sens large, chez vous aussi en termes de coûts? Comment vous appréciez ça? Alors, Veolia, on a un modèle très performant qui est très résilient pour différentes raisons. C'est de la résilience et de la croissance. On l'a démontré dans les dernières années avec les crises qui se sont multipliées. On a continué à faire progresser nos résultats de façon assez exceptionnelle. Aussi parce qu'on est très mondiaux sur des sujets qui sont des besoins critiques et la demande de nos services est toujours aussi forte. Et un pétrole à 100 $, ça remet en cause vos objectifs ou pas stratégiques? Ça ne remet pas en cause. Si le pétrole restait à 100 $ toute l'année, par exemple. Non, ça ne remet pas en cause nos objectifs stratégiques. On a de quoi faire face pour plein de raisons. Aujourd'hui, Veolia, c'est très résilient et on l'a démontré au travers des crises précédentes. Les résultats de 2025 ont été des résultats historiques, on n'avait jamais fait si bien, avec des belles progressions et même en avance sur notre plan de marche, malgré les tarifs douaniers. Alors, on n'était pas sur le prix du pétrole, mais enfin, vous imaginez une économie européenne industrielle qui était quand même, pour le moins, j'allais dire, en demi-teinte. Et malgré ça, on a continué à faire progresser les résultats. On ne l'a pas dit, Estelle Brachanoff, mais le Moyen-Orient, c'est une zone stratégique pour Veolia. Non seulement c'est une région en plein essor, c'est un marché stratégique. Rappelez-nous quelques chiffres peut-être pour qui l'attestent. Le Moyen-Orient, je le disais, 9000 salariés, c'est un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires pour nous et surtout une très très forte progression. C'est-à-dire les taux de croissance sont très importants parce que les besoins en eau, vous l'imaginez bien, sont là et Veolia est leader des technologies de dessalement d'eau de mer verte qui consomment le moins d'énergie possible et c'est ce qui fait qu'on continue à développer par exemple nos activités dans la région. Donc tous les projets au Moyen-Orient, aucun n'est suspendu, tout continue Les choses continuent, ce qui ne nous reste pas qu'on soit attentif évidemment à l'évolution de la situation, vous l'imaginez bien. Mais Veolia, c'est une entreprise très mondiale, donc le Moyen-Orient, mais les États-Unis, on est très présent en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, et bien évidemment en Europe. Et je crois que une partie de notre résilience, elle se met dans l'aspect international de Veolia. Enfin, elle vient de cet aspect très international de l'entreprise. Les pays, vous êtes présents donc à la fois au Moyen-Orient. Dans 45 pays. Non, mais au Moyen-Orient, il y a donc Émirats Arabes Unis, Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, donc à peu près tous les pays de. Usine de retraitement des déchets, usine de dessalement de l'eau. Que vous opérez, que vous avez construit Alors les usines de dessalement, on a construit les technologies de Veolia, dont on est leader mondial, ont équipé 20% des usines de dessalement dans le monde, la totalité des usines de dessalement qui ont été construites. Et après, on est le numéro 1 mondial de ces technologies, on continue à gagner des très belles affaires. Le dessalement, je me permets de dire, alors évidemment historiquement c'était un sujet plutôt réservé au Moyen-Orient et peut-être un petit peu en Australie, en fait c'est un sujet qui est en train de s'étendre dans le monde entier. Pas en France. Peut-être un jour en France, si. Il y a déjà des usines de dessalement en Grande-Bretagne. Généralement, les gens sont surpris quand je le dis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les effets du dérèglement climatique, ils ont un effet direct sur l'eau et la rareté de la ressource en eau. Des inondations qui suivent des sécheresses et inversement. Et donc, ça ne va pas venir tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de passer au dessalement. Il faut commencer par faire des économies d'eau chez soi, des économies d'eau dans les réseaux, éviter les fuites, et puis ensuite essayer de régénérer de l'eau à partir des eaux usées, ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Et quand on a fait tout ça, alors à un moment donné, on n'a plus d'autre choix, il faut passer au dessalement, qui est de plus en plus efficace énergétiquement grâce à nos innovations.
Donc présence forte au Moyen-Orient. Je lisais dans la presse, certains acteurs, peut-être vous aussi, redoutent des fuites d'hydrocarbures et de potentielles marées noires dans le Golfe Persique, on comprend bien comment, ce qui pourrait entraîner potentiellement une paralysie des usines de dessalement de l'eau. C'est vrai, c'est un risque que... Alors, que vous c'est redoutez? un risque qui est identifié, les risques de pollution de façon générale, mais on a un Si les certain tankers nombre de se font moyens couler, on a un certain nombre de moyens de les prévenir dans certains cas. Vous imaginez bien que les points de prélèvement dans la mer ne sont pas en surface non plus, ils sont généralement un peu plus en profondeur. Pour commencer, les sites tout autour sont très surveillés. On a renforcé le niveau de sécurité, vous l'imaginez bien. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un problème à un endroit, on a aussi la capacité d'avoir de la redondance sur toutes sortes d'usines qui sont en chapelet le long de la côte. Estelle Brachlianoff, il y a ce concept de polycrise qui continue à trouver tout son sens avec les crises qui se poursuivent, et maintenant la guerre en Iran, et son impact. Comment on fait pour garder le cap? Il faut garder le cap dans ce moment-là quand on est chef d'entreprise à la tête d'un groupe comme Veolia, assumer de devoir un petit peu prendre des chemins de traverse tout en gardant le cap à l'horizon? C'est exactement comme vous le dites pour moi. Moi, j'ai lancé le plan stratégique de Veolia il y a 2 ans. Donc, on est à peu près au milieu du plan. On a fait même mieux que ce qu'on s'était fixé comme objectif. Malgré et on va continuer, Ukraine, et on va continuer à garder le cap. Donc, vous avez raison. À la fois le cap en termes de stratégie, priorité sur ce qu'on appelait les boosters, ce qui booste la croissance chez nous, ce qui se passe en dehors d'Europe, ou l'aspect plus technologique. C'est là qu'on a investi. On a investi de façon majeure d'ailleurs en 2025 avec 2 très grosses acquisitions, la plus grosse depuis l'acquisition de Suez. Et par ailleurs, donc garder le cap, mais savoir tirer des bords et prendre des risées spécifiques qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait prévues. Quand ça va moins bien à un endroit, eh bien on essaie de tirer les bords et aller à quelque part ailleurs pour bénéficier de l'effet de croissance qu'on peut avoir ailleurs. Donc c'est à la fois beaucoup d'agilité, mais être aussi assis sur des fondamentaux solides. Les salariés de Veolia, qui sont le premier actionnaire du groupe, par exemple, c'est un des fondamentaux solides qui est important pour l'entreprise et leur motivation et leur engagement. Donc, il faut voir l'acquisition de Clean Earth l'an dernier pour 3 milliards de dollars. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire que c'était quelque chose c'était une opportunité, c'était prévu, c'était par rapport justement au cap qu'on a. Et en même temps, tirer des bords quand il y a besoin, quand il y a une opportunité. Dans ces temps de polycrise, vous avez raison, on a continué à livrer des résultats de mieux en mieux, malgré toutes les crises. Et certains se disent en temps de crise, on attend, on fait le dos rond et on verra bien plus tard. Nous, on a continué à bouger et à bouger fort, puisqu'en 2025, on a annoncé 2 très grosses acquisitions dans les technologies d'eau au printemps et à la fin de l'année, Clean Earth aux États-Unis, c'est 3 milliards de dollars dans le traitement des déchets dangereux. Globalement, sur 4 ans, ce sera 8,5 milliards d'actifs qui auront circulé le bilan de Veolia, ce qui est à peu près 20%. Donc on continue à bouger. 5 milliards d'investissements, c'est la nouvelle norme maintenant tous les ans chez Veolia? Non, pas tous les ans. On fait un plan stratégique dans la durée. On sait saisir les opportunités tout en gardant une vraie rigueur sur le bilan. Donc avec un niveau d'endettement qui est celui tout à fait adapté autour de 3 fois qu'on avait toujours indiqué. C'est pour ça que c'est la rotation d'actifs, des acquisitions, des cessions aussi, de choses plus matures et qui seraient moins stratégiques. Aujourd'hui, par contre, la norme de continuer à bouger et évoluer, et ça, oui, je peux vous confirmer qu'on ne reste pas immobile chez Veolia. On est de plus en plus international et de plus en plus technologique. Et vous parliez de cette acquisition majeure, Clean Earth, qu'on closera dans quelques semaines ou quelques mois. On pense vers le milieu de cette année, quand on aura toutes les autorisations. Elle est très intéressante parce que ça va nous permettre de doubler de taille dans le traitement du déchet dangereux aux États-Unis. On sera numéro 2 de ce marché. On est numéro 1 mondial et on sera numéro 2 aux États-Unis. Et la demande continue à être très très forte puisqu'on est en train de parler d'activités absolument clés pour toutes les industriels, que ce soit la pharmacie, la microélectronique. Ils ont besoin de traitement de déchets dangereux. Sinon, ils n'ont tout simplement pas l'autorisation d'exploiter leurs propres usines. Donc plus il y a du reshoring ou de l'industrialisation de ces industries stratégiques, et plus ces services-là sont absolument indispensables aux États-Unis comme ailleurs d'ailleurs. Tout ça va contribuer évidemment à vos résultats. Il faut revenir sur cette publication de vos résultats annuels. D'ailleurs, j'ai regardé la date, c'était le 28 février, le jour de l'attaque américano-israélienne sur l'Iran.
C'était, oui, quelques heures avant. Résultat, on retient quoi? Résultat record, avec des perspectives qui restent ambitieuses pour 2026, malgré, encore une fois, le conflit au Moyen-Orient. Rien ne change pour vous? Il y a, encore une fois, l'agilité va rester de rigueur comme elle a été ces dernières années, bien sûr, mais on sait faire. Je le disais, résilience et croissance, c'est notre combinaison clé pour nous. Et oui, je reste très ambitieuse pour l'année 2026. Résultat record en 2025, mais ça continuera à progresser en 2026. Un petit mot quand même, juste, Estelle Brachel, on parlera juste après de l'action. Il y a eu ces inondations records en France en février. Ça veut dire qu'on est tranquille pour le stress hydrique cette année ou pas? Vous voyez que finalement, on passe du Moyen-Orient, usine de dessalement, à l'eau en France. On pourrait parler aussi des data centers qui ont besoin d'eau aux États-Unis, où c'est devenu un vrai sujet. Donc c'est je le disais, besoin critique. Je le disais, besoin critique. C'est pour ça que la demande de nos services est toujours aussi forte, et je crois que c'est essentiel, sécuriser ces chaînes d'approvisionnement. Alors, comme il a beaucoup plu, les nappes phréatiques sont pleines, et ce qui n'empêchera pas d'avoir ou pas, je n'en sais rien, des sécheresses éventuellement dans quelques semaines ou quelques mois. C'est l'effet du dérèglement climatique, d'avoir de plus en plus des épisodes de sécheresse et d'inondations qui se multiplient plutôt que quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, harmonieux sur l'année. C'est documenté, c'est ce que les scientifiques nous disent. Donc il faut se préparer. Et alors, la bonne nouvelle... On peut avoir du stress hydrique cet été malgré les pluies records. Ça est arrivé en Espagne récemment. On a l'un qui a suivi l'autre. Malheureusement, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que c'est une possibilité. Et ce que l'on sait, c'est qu'agir maintenant pour prévenir le prochaine sécheresse, qu'elle soit cette année, dans un an, dans deux, dans trois, ça coûte beaucoup moins cher que d'attendre qu'elle arrive et de régler le problème après. Le coût d'agir, c'est 8 fois moins cher que quand on agit après la crise. 8 fois moins cher. Le coût de l'inaction. J'ai oublié cette question, là on parlait du dessalement en France. Si on devait se servir de l'eau de mer pour faire de l'eau potable, ce serait où? Alors, il faut déjà faire tout ce que je vous ai dit avant, continuer à faire des économies d'eau à la maison ou chez les industriels, puis ensuite réduire les fuites, développer la réutilisation des eaux usées. Je rappelle qu'elle est à moins de 1% en France, elle est à 15% en Espagne et jusqu'à plus de 90% au Moyen-Orient. Donc on a de la marge de manœuvre. Pardon, pourquoi on est en retard? Et peut-être un jour, oui, faudra-t-il en arriver aux usines de dessalement, typiquement dans les Pyrénées-Orientales, ça pourrait arriver. Pourquoi on est en retard à ce point-là sur la réutilisation des eaux usagées? Parce que on a cru que l'eau coulait de source, j'avais envie de vous dire, et qu'on n'en manquerait jamais en France. L'été 2022, avec la grande sécheresse, nous a démontré que ça pouvait arriver. Finalement, quand on regarde le Moyen-Orient, alors évidemment, on n'en sera jamais dans des situations d'aridité telles que celle-là, on se rend compte que finalement, c'est quelque chose de précieux. Et je crois que ces crises nous montrent que c'est précieux et qu'il faut donc la chérir, cette eau qui irrigue évidemment notre vie quotidienne, mais aussi l'agriculture. On ne peut pas s'alimenter s'il n'y a pas d'eau. Et évidemment aussi les industriels, on y pense plus rarement, mais l'industrie agroalimentaire ou même la plupart des process industriels, ils ont d'une façon ou d'une autre besoin d'eau. Parce que c'est une ressource critique, on est en phase d'élection municipale. Est-ce que les politiques, ou même au-delà de la municipalité, est-ce que les politiques publiques ont bien compris ou pas que cette eau est une ressource critique comme l'est l'énergie? Alors, la question est très intéressante parce que d'un côté, j'allais dire, les propositions politiques sur les sujets environnementaux, on parle beaucoup de backlash écologique. Ça, c'est l'offre politique. Retour de bâton, pardon, sur l'offre écologique au sens politique et au sens national. Ce que nous disent les populations en France, mais partout dans le monde, c'est qu'il y a une forte demande de sécurité écologique. Et donc, plus on est près du terrain, et donc des maires, et plus les choses se passent dans ce sens-là. Donc, on a quelquefois une impression de décalage entre certains qui se diraient ce ne sont que des sujets éventuellement de prise de principes, de questions de principes, ou quelquefois même des principes moraux par rapport à la réalité vécue par les habitants. Et donc, c'est pour ça que la demande est toujours aussi forte. Est-ce que les gens, d'ailleurs, quand je dis les gens, c'est à la fois les entreprises, les municipalités, les consommateurs, on pense aux consommateurs qui nous regardent évidemment, sont prêts à payer le juste prix, encore une fois, pour financer tous les investissements pour continuer à avoir de l'eau de qualité. L'eau, je parle sous haute contrôle, c'est 1% du budget des Français, mais sa vocation
inexorablement augmenter? Alors, si on agit avant les crises, on peut faire en sorte qu'on reste à moins de 1% du budget des ménages en France pour l'eau. Mais il ne faut pas attendre que les crises se multiplient et qu'on soit obligé de les résorber a posteriori, parce que là, ça coûterait beaucoup plus cher. Je pense que donc, ça, au contraire, tout ce que l'on fait chez Veolia en matière d'efficacité, d'innovation, ça permet justement d'être un facteur de pouvoir d'achat et de garder ce budget autour de ou inférieur à 1% du budget des ménages. La deuxième chose, c'est pareil, partout en Europe, 1% du budget. C'est assez comparable avec quelques évolutions donc on paye, différentes. On paye comme les autres, quoi. À peu près. On est plutôt dans la moyenne basse, si je devais la comparer. Il y a une deuxième chose sur les prix, je crois que ce n'est pas uniquement, et je reviens sur les sujets d'énergie, si je peux me permettre, c'est d'être capable de garantir un prix dans la durée. Je crois que c'est quelque chose d'important et qui ne soit pas volatile, comme on le voit aujourd'hui sur les prix à la pompe, vous en avez parlé juste avant. Et c'est pour ça, quand je parle d'énergie, des sources d'énergie locales, et j'y reviens, on est capable de garantir des prix pour 10, 20, 30 ans. Et ça a un mérite très fort d'être capable de savoir, je sais combien je pourrais payer mon chauffage pendant 10, 20, 30 ans s'il est associé à un réseau de chauffage urbain et des sources d'énergie locales. Et je crois que ça, cette sécurité d'approvisionnement et finalement maintien du pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'assez clé. Avant de se quitter, Estelle Brachlianoff, je regardais le cours de l'action, on est sur Boursorama, 11%, autour de 11% depuis le début de l'année, 50% de hausse en 5 ans. L'action globalement qui est proche d'ailleurs de ses plus hauts historiques, il y a quelques encablures. Rien à redire, satisfaite? Je crois que je ne vais pas commenter sur le cours à un instant donné, mais Veolia est une valeur de résilience et de croissance. Ça veut dire globalement que c'est à la fois une valeur de rendement, mais qui a la capacité à croître également. Ça a énormément d'atouts pour nos actionnaires. Mais vous auriez signé pour un cours de l'action à ce niveau-là quand vous êtes arrivé il y a 4 ans? C'est un sujet qui évidemment m'importe, de continuer à faire monter le cours de l'action de Veolia, pas forcément à un instant donné, mais pas de faire monter, en l'occurrence de vérifier que les actionnaires sont contents d'un cours de l'action qui monte, mais par contre ça s'apprécie dans la durée pour moi. Ouais, avec un dividende qui va augmenter Un dividende qui va augmenter, donc à 1,50 € et donc une belle augmentation du dividende, qui suit des belles augmentations du dividende des années précédentes. On a fait plus 20% en 2 ans, voilà. Donc je crois qu'on a des très très belles perspectives sur le dividende, mais aussi, donc valeur de rendement, mais aussi valeur de croissance, je le disais. Bon, on se quitte là-dessus pour celles et ceux qui nous regardent, qui n'ont pas de Veolia en portefeuille. Oh. Pas encore. Vous leur dites quoi? Je leur dis, vous êtes investissez dans une entreprise qui répond à des besoins stratégiques, l'eau, l'énergie, on vient de dire, les sources d'énergie locales, sécuriser des chaînes d'approvisionnement. Donc on sera là pour très longtemps, la demande est forte pour très longtemps. Allez, merci à vous pour cet entretien. Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, invitée de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.